Bonjour. Bienvenue chez House of Co-Design. J'espère que vous allez tous bien, que vous déconfinez vitesse grand V et que vous revenez à la vie. Je suis avec Johanna qui travaille pour nous et qui a rejoint House of Co-Design il y a maintenant 2 mois, qui est arrivée de Dubaï juste au moment du confinement et qui est facilitatrice design thinking et qui en plus est anthropologue et donc va nous donner son regard d'anthropologue sur ce qu'on a vécu. Oui, donc j'ai eu un super timing et en tant qu'anthropologue, j'ai pu voir tout ce qui s'est passé durant le confinement et le déconfinement. Et merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de faire l'analyse anthropologique de l'enquête. Alors, je vais partager mon écran et diffuser des données qui, en fait, arrivent directement de Google Data Studio. Donc, en fait, c'est des données live qui sont présentées et qui nous permettent de faire toute une série de tri et de filtres en temps réel. Vous aurez forcément accès à toutes ces données après notre présentation. Donc là, on va vous quitter quelques instants pour partager l'écran et vous présenter ces données. Alors, comment on est venu à faire ce projet Repartir ensemble? En fait, le point de départ, c'était de se dire, mais on est dans un moment assez incroyable où un vendredi, on est tous partis de nos postes de travail, de nos entreprises, et on s'est retrouvés confinés. Et en fait, la maison est devenue un lieu de travail. Et jamais dans l'histoire du travail, jamais la maison est devenue un lieu de travail où en permanence se sont mêlés la vie perso et la vie pro. Et on s'est dit qu'il fallait donner les moyens aux entreprises de pouvoir comprendre ce moment parce que justement, le travail étant rentré dans les maisons, il était de la responsabilité des entreprises de s'intéresser à tout ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait un baromètre en disant on va faire une enquête et on aura un questionnaire et puis on va voir qui va y répondre. Non, en fait, on a fait 43 questionnaires pour 43 équipes pour 19 entreprises. Nous, ce qu'on voulait, c'était donner un outil aux managers, aux entreprises, pour comprendre dans leur organisation ce qui s'était passé. Et donc, on le voit avec les différents logos. Vous avez Bouygues Construction, donc, qui est un de nos clients préférés depuis de nombreuses années, et Akunteo, qui se retrouve être notre cabinet comptable. Donc, on a une entreprise à gauche qui est à peu près de 55 000 collaborateurs et une autre d'une petite dizaine de collaborateurs. Et on a ici, en fait, une représentation assez intéressante à la fois de l'industrie, à la fois des services, à la fois des gens en région, à Paris, mais aussi en Angleterre et aussi en Belgique. On a aussi regardé comment on pouvait avoir la limitation du biais statistique qui serait que les entreprises chez qui ça s'est bien passé seraient intéressées par ce questionnaire. On pouvait s'attendre à ça. Donc, on a aussi fait passer un questionnaire complètement ouvert dans LinkedIn sur 150 réponses qui nous permet de voir que ce qui est arrivé dans les entreprises participantes est à peu de choses près le reflet de la réalité. Notre questionnaire, en fait, on l'a établi sur 3 grands thèmes. Un, c'est le ressenti de chacun. À titre individuel, comment les collaborateurs ont vécu cette période-là, ce qu'ils en ont ressenti, ce qu'ils ont pensé, quels ont été leurs moments de doute, etc. Une deuxième partie, elle est vraiment plus dans la dimension entre le manager, la direction de l'entreprise et les collaborateurs et comment ce lien s'est établi dans cette relation tout à fait particulière qui était ces 60 jours de confinement. Et puis, on a un focus un peu plus pointu sur le travail à distance et la notion d'environnement numérique, de télétravail, sur lequel on va rentrer en détail un tout petit peu plus précisément. Alors, déjà, merci à toutes ces entreprises qui ont participé à l'enquête. Elles ont pu accéder depuis une dizaine de jours à toutes leurs données et ça leur permet vraiment
de créer une discussion, d'utiliser ce prétexte pour faire parler les collaborateurs, échanger, et ça devient un vrai outil managérial dans ces entreprises. Alors, on est sur nos premières données. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le moral, donc c'est le premier indicateur, à 6,956 sur 10, est plutôt bon. C'est-à-dire que à la question « Comment avez-vous vécu ce moment ?», on a des gens qui, globalement, l'ont plutôt bien vécu avec une note de 7 sur 10. Vous pourrez jouer avec les différents filtres de sexe et d'âge, mais en fait, grosso modo, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le sexe, ça ne change pratiquement pas. On est vraiment sur une constante sur tous les participants, à savoir les 1511 participants. Le deuxième point, c'est que oui, c'est un moment qui va particulièrement marquer les gens, puisqu'en fait, on voit que 85% des répondants nous affirment que ça sera un moment marquant de leur vie. Donc oui, c'est un moment historique, on a tous conscience. À ce point, 85%, ça affirme l'importance historique du moment. Le sujet d'après, c'était mais après le déconfinement, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on voit que là, les gens sont totalement perplexes, puisque on a presque autant de gens entre 0 et 1 qu'à 5. En fait, je pense que là, ça dépend vraiment des caractères des uns et des autres, soit des gens qui sont par nature très confiants, d'autres qui le sont moins, qui sont plus dans le doute. Et on a pile 2,88 sur 5, donc on est pratiquement à une note très médiane sur la perplexité de l'avenir et du soulagement qu'est le déconfinement. L'expérience du collaborateur, alors là, toujours, on voulait tester ce que les collaborateurs ont ressenti, et on voit vraiment que les deux points les plus saillants, c'est être privé de liberté et ne pas voir les proches. Et que, en fait, la maladie ou le stress de la maladie, donc les raisons réelles du confinement, sont quand même assez loin des gens et pas forcément au premier plan, mais plus les conséquences du confinement en lui-même. Il y a un truc qui est un tout petit peu rigolo, c'est que si vous prenez uniquement les femmes, vous vous rendez compte qu'en fait, elles sont beaucoup plus dans l'empathie que les hommes, puisque leur vrai sujet, c'est de ne pas voir les proches, là où les hommes sont plutôt sur le sujet de la liberté. Voilà. Donc, petite blague sur le comportement des uns et des autres sur le confinement. Les mots-clés qui nous ont été portés, donc on avait quelques mots-clés qui devaient être portés très rapidement par les participants. Les mots qui sont sortis: isolement, famille, le manque souvent associé à temps, la notion très forte autour du télétravail, de la sécurité, de la liberté. Voilà les mots-clés qui sont ressortis du panel en question. Je pense que là, on est sur un des vrais sujets de l'étude, c'est comment les entreprises, puisque là, on est dans la deuxième grande partie de l'étude, comment l'action des entreprises a été perçue par les collaborateurs. Et là, on se rend compte qu'à 92,6%, les collaborateurs sont satisfaits de l'action de leurs entreprises sur la notion de contact, de réactivité, de lien, de communication, d'être là au quotidien, etc. Et en fait, quand on fait le focus sur les 7,4%, ce qu'on rend compte, c'est essentiellement des gens qui manquaient de matériel à un moment du déconfinement, qui manquaient de matériel comme des masques, comme des gants ou du gel. Donc en fait, cette partie-là de travailleurs plutôt sur le terrain, si on fait abstraction de ça, en fait, on se rend compte que les gens qui travaillaient à la maison étaient dans un confort absolu et qui n'ont en vrai rien à reprocher à leurs entreprises. Si on regarde le manager direct du collaborateur, ben, on voit qu'à 2% près, on est exactement sur le même score. Ce qui laisse à dire que
Entreprise et manager, ont passé beaucoup de temps dans la relation avec les collaborateurs et sur certaines questions, on voit que les collaborateurs étaient en contact avec leurs entreprises entre une fois par jour et plusieurs fois par semaine. Donc, on a vraiment eu pour les managers beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à maintenir ce lien. Et aussi que la notion de santé et donc ce qui se trame derrière de respect de l'intégrité des collaborateurs a été respectée par les entreprises et qu'on est passé au premier plan sur ce bien-être avant tout, avant le business. Le point suivant, c'est que oui, on a un confinement, mais en fait, on n'a pas d'isolement. Parce qu'en fait, on le voit, 96% des collaborateurs sont restés en contact avec leurs collègues. Donc, on continuait à échanger de façon assez importante. Le point d'après, il est sur l'autonomie. Et là, je pense qu'on a quelque chose de vraiment important. Euh, Peut-être, pour moi, peut-être le cœur de l'enquête, c'est qu'en fait, pour 43% des répondants, ils ont, pendant le confinement, gagné en autonomie. Et ce point-là est vraiment clé. Alors, les 56% autres, c'est qu'en fait, ils avaient déjà cette autonomie-là. Donc, en fait, on sent qu'il y a un gain en autonomie très très fort. Et le corollaire de ça, c'est que est-ce que vous pensez ou espérez que les choses vont reprendre comme avant? Non. En fait, en analysant un petit peu les verbatims, puisqu'on a beaucoup de verbatims, on se rend compte que c'est pratiquement un bâton de maréchal, en fait, que l'autonomie a été gagnée parce que les collaborateurs ont fait front et ont dû travailler dans des conditions pas forcément toujours agréables, qu'aujourd'hui, ils veulent garder cette autonomie. Pardon. En fait, derrière l'autonomie, il y a la notion de confiance. Et c'est sûrement un des points les plus révélateurs de l'enquête, c'est que c'est passé un contrat pratiquement implicite qu'on pourrait appeler le contrat de confiance, entre les collaborateurs et les managers sur le fait d'être à distance et de travailler en autonomie. Et cette autonomie-là, les gens veulent la garder parce elle est agréable à leur travail. Derrière la relation entre le collaborateur et le manager, eh ben, on a des mots comme garder le contact, comme travail, comme lien, comme soutien, comme l'accès à l'information, comme la rassurance. Voilà, tous ces concepts-là sont derrière ça et donnent plus de valeur encore aux données bien froides qui sont dans les stats. L'environnement de travail, donc en fait, c'est la troisième partie de cette synthèse de l'étude. En fait, ce qu'on voit, c'est que une grande partie, alors pratiquement la moitié, presque la moitié des collaborateurs ont découvert le télétravail. Et il est simplement un petit peu plus fort, vous le verrez quand vous jouerez avec les données, dans les petites entreprises. Les petites entreprises étaient moins enclins à faire du télétravail, à quelques pourcents près, mais n'empêche que pas loin d'une personne sur deux a découvert le télétravail pendant cette période. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les 1500 personnes ont mis la note de 4 à leur environnement de télétravail, qu'ils étaient plutôt dans les bonnes conditions pour télétravailler. Et ça aussi, c'est un point intéressant à noter, que même dans une situation extraordinaire comme on l'a vécu, avec soit de la solitude, soit des enfants, soit des problèmes personnels, de santé ou autres, on a des gens qui ont plutôt travaillé dans de bonnes conditions, avec quelques difficultés néanmoins, et on le voit sur les deux premières lignes, qui est justement le mix permanent entre vie privée et vie pro, qui s'exprime soit dans la difficulté à cloisonner les moments de travail et de vie perso, ou de réussir à tout gérer en même temps, ce qui revient à peu près
au même. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui, puisqu'on a pratiquement 1000 personnes qui ont cité ces deux points-là sur les 1511. Donc ça, c'est un sujet qui est important, après qui est peut-être spécifique justement au fait aussi que le confinement implique que les enfants, que la famille soient tout le temps réunis, ce qui est hors du commun pour une situation de télétravail normale. Enfin, un petit point sur la partie numérique à l'intérieur du télétravail. Là aussi, je pense que le Covid a fait le travail que tout CDO rêve dans ses rêves les plus fous n'aurait même jamais imaginé, puisque en quelques heures, on a passé des centaines de milliers de collaborateurs en collaborateurs nomades capables d'utiliser un ordinateur portable, de faire de la visio, de se connecter en VPN, de partager des documents, etc. etc. Et que globalement, ils pensent le maîtriser, puisqu'on a 4,2 sur la qualité et la maîtrise de l'environnement de travail numérique, avec des nouveautés quand même pour pas loin de 300 personnes qui n'avaient jamais fait de visio à titre professionnel. Les documents partagés aussi, c'est un vrai sujet. Et puis le VPN pour les grandes entreprises où on est obligé d'accéder par des firewalls dans le système de l'entreprise. Est-ce que l'environnement numérique est satisfaisant? Oui, puisqu'on est à une note de 4,13. Donc oui, la plupart des gens ont eu à le maîtriser et s'en satisfassent. Avec un vrai sujet quand même, et on le voit dans les problèmes techniques, puisqu'un certain nombre en ont eu, puisqu'on voit que 38% expriment ces problèmes techniques. À l'intérieur des verbatims, on se rend compte que 90% de ces problèmes techniques sont liés au réseau, aux infrastructures télécom et pas du tout aux outils et à la digital workplace de chaque entreprise. On est dans un moment qui a été un crash test technologique incroyable pour nos infrastructures. Et globalement, on a passé ce moment-là, je ne vais pas dire haut la main, mais pas loin. Donc, dans une situation normale, ces problèmes techniques devraient en grande partie disparaître. Avant de passer la parole à Johanna, qui est à côté de moi, vous pouvez toujours, et on le fera avec plaisir, tester l'enquête Repartir ensemble. Vous avez le lien court qui est à l'écran et Laurie va vous le pousser sur le chat. On est encore disponible pour que vous puissiez organiser une enquête Repartir ensemble dans vos organisations. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Johanna qui va nous partager son regard. Merci. Donc, rebonjour. Donc là, on va faire la vision anthropologique du confinement. Donc, le coronavirus est une pandémie mondiale inédite. Ça a été un gros choc en France parce que la dernière épidémie date de 1968 avec la grippe de Hong Kong qui a fait 31 000 morts sur le territoire français. En 2009, la grippe H1N1 a fait 323 morts, tandis que MERS a fait 2 morts. Donc, comme dit précédemment, ça a été un gros choc en France parce qu'on ne vit pas ça régulièrement. Mais somme toute, le confinement a été globalement bien vécu pour 2 raisons principales. Donc, comme on l'a vu dans le sondage, 6,9 Français sur 10 ont bien vécu ce confinement, en partie grâce au chômage partiel, c'est-à-dire que le chômage partiel a permis aux salariés français de conserver la totalité ou au moins une grande partie de leur salaire et de conserver leur pouvoir d'achat. Donc en France, plus d'1 million d'entreprises ont bénéficié de ce chômage partiel et 12 millions de salariés français ont eu recours au chômage partiel. Donc si on compare ça avec d'autres pays, par exemple aux États-Unis, depuis le début de l'épidémie, il y a 36 millions de nouveaux chômeurs. Donc le taux de chômage a atteint 15%, ce qui est le plus haut taux de chômage depuis la Grande Dépression de 1930.
Et si on compare avec le Liban, par exemple, les populations vulnérables du Liban ont clairement déclaré qu'elles ne pouvaient pas se permettre de respecter le confinement parce que entre le risque d'attraper le coronavirus ou la certitude de mourir de faim, elles préféraient prendre le risque sur leur santé. Donc en France, on est assez privilégié en comparaison avec d'autres pays. Donc, durant le confinement a été vu et perçu par de nombreux confinés comme un temps en dehors du temps ordinaire. Donc, ils en ont profité pour se recentrer sur ce qui est plus important, donc généralement leur famille. Et ils ont commencé à percevoir leur foyer comme un refuge à l'abri de la maladie. Donc, en dépit de ce confort matériel et du cocon rassurant de la famille, comme on l'a indiqué dans le sondage, les Français sont perplexes. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le court terme. Donc, il y a d'abord une incertitude face à la maladie, parce qu'on a réussi à freiner la propagation, mais un vaccin n'a toujours pas été trouvé. Donc, les mêmes questions continuent à se poser. Est-ce qu'on envoie encore les enfants à l'école ou est-ce qu'ils risquent de revenir avec une maladie? Est-ce qu'on va visiter notre grand-mère qui est fragile ou est-ce que notre visite risque d'être fatale? Est-ce qu'on prend les transports en commun pour aller au travail ou est-ce qu'on ramène la maladie avec nous? Donc, en plus, l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il était clair qu'il fallait continuer les gestes barrières parce qu'une seconde épidémie était possible en Europe. Donc, rien n'a été réglé au niveau de la maladie. Il y a des incertitudes au niveau de la vie professionnelle. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la sécurité de leur emploi et tout dépend de leur secteur d'activité, de leur profession. Les personnes vulnérables se demandent si elles devraient retourner au travail ou pas. Les parents s'inquiètent sur comment gérer les enfants avec les grandes vacances qui arrivent. Le problème, c'est que la plupart des colonies vacances et des centres aérés sont fermés. Et il y a une nouvelle organisation du travail, comme on l'a indiqué précédemment, qui aussi inquiète de nombreux salariés. Et la question phare est, est-ce qu'il y a toujours de la demande dans mon secteur? Est-ce qu'on aura toujours des clients? Donc, il y a une forte incertitude au niveau de la sécurité de l'emploi. Et il y a aussi une incertitude au niveau de l'avenir. Donc, pendant le confinement, tout le monde se plaignait, tout le monde voulait déconfiner à tout prix et n'attendait que le déconfinement. Et quand le déconfinement est arrivé, les gens ont commencé à s'inquiéter. Une partie des personnes se sont dit qu'ils ne voulaient pas revenir tant que tout n'était pas pareil. Et l'autre partie disait qu'ils ne voulaient pas sortir non plus tant que tout n'avait pas changé. Donc, les gens ne s'accordent pas très bien sur ce qu'ils veulent. Et Édouard Philippe a dit clairement, à partir du 11 mai, la vie ne sera pas la vie d'avant. Donc, au milieu de ces incertitudes, il y a une certitude, c'est que le télétravail fonctionne. Donc, pendant longtemps, les entreprises évitaient le télétravail, disaient que tout le monde n'était pas égaux face au numérique et tout le monde n'avait pas la connexion possible. Et aussi, en fait, la réalité, c'est qu'ils avaient peur que les salariés ne travaillent pas réellement quand ils étaient en dehors du lieu de travail. Durant le confinement, 40% des Français se sont mis au télétravail. Donc, on voit bien que c'est possible. Par contre, il y a eu de nombreux challenges. Donc, des managers anxieux ont commencé à contrôler de manière excessive leurs équipes parce qu'ils se demandaient s'ils allaient réellement travailler. Il y a eu beaucoup de surmenage. Donc, comme il n'y avait pas vraiment de séparation entre la vie professionnelle et la maison, les gens ont commencé à travailler tard le soir, tôt le matin ou durant les week-ends. Et bien sûr, comme on l'a indiqué précédemment, il y a eu un manque de cloisonnement entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, ça a beaucoup touché les parents, en particulier les parents qui ont des enfants en bas âge. Ça a été doublement difficile parce que les enfants ne sont pas autonomes et requièrent beaucoup d'autonomie. Donc, les parents culpabilisaient beaucoup parce qu'ils n'étaient pas aussi efficaces que lorsque les enfants sont à l'école. Et ils culpabilisent par rapport aux enfants parce que ils s'en occupent, d'accord, pour les devoirs, mais ils ne leur cuisinent pas forcément un repas équilibré, organique. Ils ne font pas des activités ludiques et pédagogiques après les devoirs ou des activités sportives. Donc, il y a eu une grosse augmentation de la charge mentale de la part des parents. Malgré cela, dans le bilan, il y a eu aussi un bilan positif. On s'est rendu compte que la présence des collègues était très importante, que donc parler devant la machine à café avec les collègues, ce n'était pas une perte de temps, mais c'était un moyen de socialiser, de se décharger de ses frustrations et aussi de trouver des solutions ensemble à des problèmes de travail.
Donc, en résumé, on vit une époque exceptionnelle où les gouvernements ont décidé qu'il était plus important de sauver des vies que de sauver l'activité économique du pays. C'est la première fois. Donc, les confinés en général se sont recentrés sur le lien familial et ont considéré leur foyer comme un refuge. Par contre, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de la propagation de la maladie, au niveau de la sécurité de l'emploi et de l'avenir. Et par contre, il a été confirmé que le télétravail est une possibilité qui permet de continuer l'activité économique au niveau en temps normal et en temps de crise. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ce bilan? Donc, il y a deux choix. Soit on se dit on a toujours fait comme ça, c'est pas la peine de changer, mais je vous le conseille vraiment pas. Soit on décide de tirer des leçons de ce confinement et de ces déconfinements, ce que je vous conseille. Donc, comment on fait? Les entreprises devraient commencer une cellule de crise à court terme pour réagir face aux challenges que le coronavirus et le confinement et le déconfinement ont générés. Et elles pourraient compléter cette initiative par une cellule stratégique où elles peuvent développer une tactique pour affronter le futur. Il faudrait élaborer une charte du télétravail aussi, comme ça on pourrait expliquer quels sont les comportements nocifs à éviter, avoir une étiquette stricte du contact et de l'email et permettre aussi des processus qui favorisent l'autonomie des collaborateurs et la confiance des managers. Et surtout, il faut remettre l'humain au centre. Donc, les collaborateurs devraient pouvoir partager ce qu'ils ont vécu durant le confinement et le déconfinement, parce que c'est à travers l'empathie et l'écoute que les gens se sentent soutenus et ça favorise l'entraide. Et bien sûr, la coopération est indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, j'espère que ce webinaire a été utile et vous permettra de changer, d'aller de l'avant et de repartir ensemble. Merci. Merci, Johanna. Et nous, on a décidé de vous proposer les ateliers Repartir ensemble. L'idée, c'est en amont d'avoir cette étude, d'organiser un atelier qui permette d'une part de vider son sac, parce que je pense que réellement des gens ont vécu aussi des choses pas terribles pendant ce confinement, soit par la solitude, soit par la maladie. Donc un moment où chacun va pouvoir s'exprimer. Une deuxième partie de l'atelier qu'on a imaginé, et le premier, on en a un demain matin, donc voilà, c'est tout de suite en action. Une deuxième partie de l'atelier autour du retour d'expérience et comment on regarde ce qui est de façon très objective et très froide, ce qui a marché et pas marché dans l'organisation, dans les relations, dans les outils. Et enfin, d'en faire un guide, une charte du télétravail et de la relation à distance pour voir comment on institue ça dans la nouvelle organisation du travail. Ces ateliers, on les commence à la fois en distanciel pour des gens qui seraient répartis ou qui ne voudraient pas encore se déconfiner, ou chez nous, chez House of Co-Design, dans notre lieu qui fait 240 mètres carrés, qui est porte de Saint-Ouen, porte de Clignancourt exactement même, juste à côté des Pulses. Johanna et moi sommes à votre disposition pour prendre vos questions et y répondre maintenant tout de suite. Laurie, tu as quelques questions pour nous? Oui, on a une question de Alex qui nous demande si on a pu sonder les managers sur le niveau de productivité atteint durant le confinement versus celui habituel. Absolument pas, Alex. Mais merci pour la suggestion. On a aussi une question de Karine qui demande s'il y a un rapport équivalent, je pense par rapport au Google Data Studio, peut-être proposé pour les propres équipes qui ont participé au questionnaire. Oui, on peut le faire pour les équipes qui ont participé au questionnaire et vous fournir le Google Data Studio pour faire les filtres et avoir une version dynamique, oui, sans problème. Pas d'autres questions? Une question de Julie, qui est preneuse de votre point de vue d'anthropologue sur le clivage social col blanc, col bleu. Donc,
déjà, il y a une différente expérience parce que, par exemple, il y a la différente expérience de « Oh, mon espace de travail est dans une maison avec 5 pièces et 2 enfants » ou « Mon espace de travail est dans une grande tour où les enfants ne peuvent pas aller dans le jardin et on partage une table dans la cuisine avec ma femme et les 3 enfants. » Donc déjà, rien que l'espace de travail, c'est une différence au niveau de l'expérience. Numéro 2, aussi, Col Bleu, il y a une grande partie des personnes comme les livreurs, les caissiers, etc., ou les agriculteurs, etc., qui ne pouvaient absolument pas faire du télétravail. Donc, en fait, le télétravail concernait surtout les cadres et les cols blancs, il faut être honnête. Donc, ça, c'est aussi un des problèmes. Donc, est-ce que ces personnes avaient accès au télétravail? Et bien sûr, l'espace du confinement du col bleu était une autre différence. Est-ce que vous avez d'autres questions plus spécifiques ou est-ce que j'ai répondu à ce que vous me demandiez? Nous, ce qu'on a vu en plus, pour compléter le point de Johanna, c'est que la formation de ces cols bleus a pu être, pour certaines entreprises, je dis bien pour certaines, un outil pour entre guillemets, ne pas avoir que du temps perdu. Enfin, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que c'est sur les cols bleus que les tensions sont les plus fortes pendant le confinement pour ceux qui ont été travaillés, qui ont été en première ligne et qui n'ont pas été équipés. C'est ça qu'on voit dans l'étude, c'est que la tension, elle est sur l'équipement quand je n'ai pas le choix que d'aller travailler. On a des gens dans l'étude qui font de la maintenance sur des systèmes. Aller sur le terrain, c'est un vrai sujet. Donc, j'attends de mon entreprise d'être protégée. Et on voit que sur certaines entreprises, ce n'était pas un sujet parce que les gens ont été équipés. Et dans d'autres, il y a eu beaucoup de tensions à cause de ça sur un moment. Alors, pas tout le temps, hein, ça peut être pendant quelques semaines au début, le temps que les équipes s'organisent, trouvent du matériel. Mais ça, c'est quelque chose qui a été très vite remonté et qui a créé beaucoup de tensions dans les entreprises. Et là, on voit l'implication du manager pour de vrai. C'est-à-dire que trouver des vrais moyens pour protéger les gens, c'est là, je pense, qu'on voit si les managers sont au top et font front. Quand les gens sont à la maison, de toute façon, ils ne sont pas en danger. Donc, il y a peu de risques, en fait. En complément de cette question, Julie dit « Le souhait d'autonomie des collaborateurs risque de se voir contraint par la crise économique à venir et le mode command control qui risque d'être réactivé. » Alors là, 200%, Julie, avec toi, ce que l'on pressent, c'est que après 2 mois, alors pour certains très tendus par la charge mentale de la maison, etc., mais pour d'autres qui sont ressemblés un peu à des longues vacances, la crise économique qui risque ou qui va arriver va imposer des rythmes et peut-être potentiellement des risques de burn-out vraiment forts parce que les entreprises vont mettre la pression sur les équipes pour dire OK, maintenant il faut rattraper le temps perdu, rattraper ce qui est perdu. Et ça risque d'être vraiment très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Je pense que les travailleurs en général, les salariés ne vont pas vouloir revenir au monde d'avant, comme je disais. Je pense qu'ils vont vouloir faire comme une journée ou 2 de télétravail par semaine et vouloir être autonomes. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir avoir du micromanagement. Maintenant, je pense que ce n'est plus possible. Ils ont goûté à l'autonomie, c'est fini. Et c'est vraiment ce deal-là qui est, enfin, pour nous, qui est sorti de l'étude. Hein, c'est un deal qui est, on était là, on a bossé, quelles que soient les conditions. On a gagné en autonomie et maintenant l'autonomie, on la garde, on ne la rend plus, quoi. Voilà, donc c'est ce que nous, on ressent de plus fort dans l'étude. Le reste étant des modalités, en fait, modalités de télétravail, modalités d'environnement numérique, etc. Mais ce qui est vraiment structurant et sociologique, c'est cette notion de confiance qui est aux clés de la relation qui s'est établie pendant ce moment-là. Et si
les collaborateurs plébiscitent leurs entreprises à plus de 90%, c'est que pendant ce moment-là, la confiance s'est établie pour ces gens-là. Alors, on a plusieurs questions et remarques par rapport au télétravail de Alex et de Steve. La première, c'est si le télétravail devait se développer davantage, ne faudrait-il pas en effet pouvoir rassurer les managers et les dirigeants sur l'efficacité de celui-ci dans des conditions entre guillemets normales? Et la question de Steve, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui le télétravail est fait pour tous ou est-ce que justement vous émettez des réserves quant au niveau requis des collaborateurs pour les autoriser à les mettre en télétravail? Alors, je pense qu'il y a un premier sujet qui est que l'entreprise est un organisme social. Et qui dit social dit échange, rencontre, moment de partage. Et donc, l'entreprise est un sport d'équipe, ce n'est pas un sport individuel. Donc déjà, garder ça sur la table, ou alors on part dans un autre modèle qui fait qu'on a des bataillons de télétravailleurs qui sont des indépendants et qui sont leur propre entreprise. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est une autre histoire, peut-être qui arrivera, mais qui est autre chose. En tout cas, à partir du moment où on fait entreprise, on fait ce sport collectif, et donc on doit être ensemble. Le vrai sujet, c'est de mettre cette confiance au cœur de la discussion, d'avoir ce pacte écrit entre les collaborateurs et le management, et qui soit sur un registre, alors, qui est le nôtre et qu'on fait depuis des années, c'est quand tu en as envie et quand tu en as besoin. En fait, le télétravail, ça doit être un mode, soit parce que j'ai envie d'être tout seul, parce qu'il y a des moments où on a envie de ça, et que pendant 1, 2 ou 3 jours, on a besoin de se retrouver, mais aussi parce qu'on en a besoin. Il y a des moments où être tout seul pour produire un document, et il y a des dizaines d'études qui prouvent que sur des moments de production, on est 25 à 30% plus productif quand on est isolé à la maison. Donc, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Si mes collaborateurs sont plus efficaces, mais tant mieux qu'ils soient à distance pour ces moments-là. Et en fait, le vrai sujet, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre entre un balancier qui était à l'extrême gauche, où très peu de gens faisaient confiance, et nous, on a eu des discussions incroyables avec des jeunes patrons de start-up qui étaient contre le télétravail, qui avaient une vision très réactionnaire du travail. On est parti à l'extrême droite où tout le monde s'est retrouvé en télétravail du jour au lendemain. Je crois que le sujet, c'est de revenir à un équilibre, et l'équilibre, il doit se faire sur la notion de confiance. Donc, moi aussi, je pense que clairement, il faut cette charte du télétravail pour expliquer, pour mettre des règles. Mais basiquement, à la fin de la journée, c'est est-ce que les dates butoirs sont respectées, oui ou non? Parce que je sais que beaucoup de managers sont contre le télétravail, mais pour avoir utilisé le télétravail pendant des années, effectivement, dans des périodes de production, il n'y a que ça qui marche. Au moins, aucun collègue ne va il n'y a personne qui va rentrer dans mon bureau, me parler pendant 2 heures, personne ne va m'interrompre. Donc, pour moi, c'était plus pratique d'avoir une journée de télétravail par semaine que de rester toute la journée et d'être interrompu toute la journée. Donc, moi, je pense qu'il faut clairement une charte, et que, bien sûr, si on se rend compte que qu'une des personnes, qu'un employé sur 10 n'est pas sérieux, ben lui peut-être pourrait être puni de télétravail, mais généralement, le télétravail rend les personnes beaucoup plus productive, et c'est facile à voir. Est-ce que les dates butoirs sont respectées, oui ou non? Oui, et puis on est quand même sur un sujet où l'outil digital permet réellement de comprendre ce qui se passe. Un document qui doit être livré, comme disait Johanna, on le voit évoluer, on le voit travailler. Toutes les digital workplaces permettent de voir ce que font les gens. On se rend compte que on est vraiment par l'environnement numérique capable aujourd'hui d'avoir les modalités qui font qu'on travaille mieux à distance, et on est capable de voir cette évolution et de se rendre compte que
le document est fait, prêt et livré en temps utile. Ce qu'on voit aussi, c'est que une fois qu'on est à la maison, en fait, toute la comédie dell'arte du lieu de travail disparaît aussi. C'est-à-dire que le seul juge de paix, c'est la qualité du livrable. Est-ce qu'il est livré à l'heure? Est-ce qu'il est conforme à ce qui est attendu? Est-ce qu'il est inspirant? C'est le livrable. La politique, l'entre-soi, les relations, etc., qui viennent perturber le travail, au sens premier du terme, disparaissent. Parce que là, je ne vais juger la relation avec un collaborateur que sur ce qu'il m'a livré à ce moment-là, et pas sur le jeu qu'il a pu jouer dans les réunions, à la pause, au déjeuner, avec les autres. Il n'y a aucune influence, en fait. On revient au sens premier du travail, j'ai fait une tâche à distance et j'ai livré ma tâche. Une question de Frédéric pour Johanna, justement. Est-ce que le reproche lu par ailleurs, entre guillemets, d'abus de Zoom réunionite n'était pas un moyen de compenser l'absence d'interaction sociale, voire de contrôle des managers qui avaient un peu peur de lâcher prise? Oui, oui, clairement le Zoom. Donc, j'ai entendu des histoires d'horreur où des amis me disaient que, par exemple, ils avaient une réunion Zoom à 9h et une à 17h tous les jours. Donc, ils perdaient 2 heures en Zoom avec leur manager pour que le manager demande la même question: vous avez fait quoi aujourd'hui? Et en fait, vous avez fait quoi aujourd'hui? Ben, on a perdu 2 heures en Zoom. Pour être honnête, c'était à peu près ça. Donc, effectivement, Zoom permet de... Il y en a qui vont l'utiliser à l'excès, mais c'est comme tous les outils, est-ce qu'on l'utilise à l'excès, oui ou non? Par contre, les apéros Zoom ont bien été appréciés parce que c'était volontaire. Donc, en gros, en fonction de l'outil, comment c'est utilisé, avec Zoom, de grandes responsabilités arrivent, hein, comme avec Spider-Man, on va dire. Mais... Donc, voilà. D'autres questions ou... On a une question de Shane. Avec le déconfinement, le mot d'ordre dans mon entreprise est retour au bureau. Qu'en est-il plus généralement dans les entreprises françaises? Ce qu'on voit pour le moment, c'est une modalité de roulement, groupe A, B, C, ou 1, 2, 3, et de dire, bah voilà, du lundi au mardi, c'est les gens de l'équipe 1, les gens de l'équipe 2, après les jours suivants, etc. Et donc d'avoir une alternance sur le lieu de travail. Ne serait-ce que parce que les mesures barrières impose ça, et que se retrouver à 200 dans le restaurant d'entreprise tous ensemble, ça marche plus. C'est physiquement impossible. Ou dans les locaux, nous on a la chance d'avoir presque 300 mètres carrés pour 10, donc on a cette chance-là. Mais il y a plein de lieux de lieux d'entreprise, de bureaux où ça marche pas. Où en fait, on pourrait reprocher aux dirigeants d'entreprise d'avoir mis en danger ses collaborateurs en ne respectant pas ces barrières, en tout cas celles qui sont imposées par le confinement orange pour nous jusqu'à nouvel ordre. Une question de Sosan. Quel retour au sujet de la formation durant le confinement et après? Alors, on travaille aussi avec quelques universités d'entreprises et qui ont utilisé ce moment-là pour passer de la formation en télétravail, en distanciel, parce qu'en fait, en plus, il y avait des aides du ministère du Travail qui permettaient de passer ces heures de formation dans du chômage partiel. Enfin, voilà, il y avait des aides assez conséquentes sur ces moments-là. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien les organismes de formation, les OF, que les universités d'entreprise sont quand même pas toutes bien équipées en contenu numérique, et que beaucoup de choses se font de façon encore assez old school, en présentiel, de façon très classique. Et donc là, il y a une obligation de transformation des organismes de formation qui s'est fait marche forcée parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ces contenus-là, ça prend du temps à les produire.
Après, la formation au télétravail, toutes les stats nous montrent que les gens, ils ont fait ça en 2-2, quoi. Ils sont passés du vendredi travailleurs sédentaires au mardi confinés, travailleurs nomades avec leur portable, etc. On le voit dans l'étude avec la compréhension qu'un grand écran, c'est bien, qu'un trackpad uniquement sur son portable, c'est un peu ledge, et que si on peut avoir une souris et un vrai clavier, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a pas mal de gens qui sont équipés, ou d'entreprises. Il y a certaines DSI qui ont livré 1500, 2000, 3000 ordinateurs portables et écrans à leurs collaborateurs pendant le confinement. Julie qui nous demande si tu peux raconter, Eric, les grandes séquences de l'atelier Repartir ensemble. Il y a un sujet de fond à venir sur la frustration. Alors, l'atelier Repartir ensemble, on a 3 parties pour mémoire. Une première partie qui est vraiment spécifique et centrée sur le collaborateur pour qu'il puisse vider son sac. Et en fait, dans notre équipe, on a Marion qui est psychologue clinicienne et donc qui anime cette partie-là. Donc, on est vraiment sur ce que j'ai ressenti, comment je peux l'exprimer, comment je peux mettre des mots là-dessus. On a une deuxième grande partie sur le retour d'expérience où là, on va un peu comme dans l'aéronautique où quand on a un accident, on fait un retour d'expérience très froid. Ça a marché, ça n'a pas marché. On fait la liste de ce qui a marché, pas marché, et on regarde, ce qu'on améliore et ce qu'on jette. C'est typiquement l'atelier qu'on va faire demain. Et une troisième partie qui est vraiment sur le fait d'écrire cette façon de travailler, de collaborer ensemble. Alors, c'est une charte, c'est des engagements, enfin, voilà, on y mettra le nom qu'on veut, mais en tout cas, sur un pacte qui permette à chacun de comprendre comment, du retour d'expérience qu'on a fait et des attentes que les uns et les autres ont, on repart ensemble travailler. Claire s'interroge sur la manière de faire en sorte que l'entreprise permette aux salariés de gagner en confiance en eux, comme certains l'ont vécu en télétravail. Ouais, c'est pas que dans les entreprises en fait. Moi, j'ai pas mal échangé avec. On travaille pour le ministère de l'Éducation. J'ai pu échanger avec des directeurs d'école, des proviseurs, qui nous ont indiqué à quel point ils étaient surpris par le retour de certains élèves qui considéraient comme pour certains disparus du monde de l'enseignement et qui, ou très 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 discrets en cours, et qui par le télétravail et donc les nouvelles modalités, donc je n'ai pas la pression du groupe autour de moi, j'ai l'écran, j'ai un médiateur qui est l'interface, etc., se sont révélés et sont revenus dans le jeu de façon très étonnante. Et à l'inverse, des élèves qui ont perdu ces modalités, et je pense que c'est la même chose pour les individus et pour les collaborateurs sur la capacité à être à l'aise ou pas dans ces modalités-là qui sont somme toute très différentes. Nous, on a pu faire des ateliers de design thinking avec les équipes d'Engie à distance. C'est très prenant en termes d'énergie. Pour tout vous dire, 2h30 d'atelier, ça correspond à, pour nous, en termes de fatigue, 5-6 heures d'atelier présentiel normal. Donc, la modalité de l'écran, elle impacte réellement la relation. D'ailleurs, là, je vous parle. En fait, je ne sais pas trop à qui je parle. J'ai en tête des visages parce qu'il y a Alex, parce qu'il y a Julie, etc. Mais c'est assez étonnant en fait. J'imagine que vous vivez aussi la même chose de l'autre côté. On a une remarque de Carole. La clé du télétravail est effectivement la confiance du manager qui doit aussi être suffisamment intelligent pour trouver la bonne organisation qui permette de conserver la cohésion et la motivation de son équipe. Rien de plus démotivant qu'un manager qui demande chaque jour le compte-rendu de la journée du télétravailleur. Bravo pour votre étude et votre analyse.
Merci beaucoup. Merci, on n'a rien à rajouter. En fait. Merci, c'est super. C'est exactement ce que vous voulez dire avec vos mots. Eh bien, il me semble qu'on n'a plus de questions. Johanna et moi vous remercions vraiment du temps que vous nous avez accordé. À suivre, donc le lien si vous voulez relancer cette étude chez vous, le lien pour consulter ça, ce qu'on vient de vous passer et que vous puissiez jouer avec les données et que ça vous interpelle sur ces résultats. Vous pouvez aussi retrouver un article de synthèse dans Les Échos qui est notre partenaire pour cette opération. Merci beaucoup. Et l'analyse anthropologique se retrouvera aussi sur Medium actuellement. Donc, on va le publier dans la semaine. Et si vous voulez nous contacter, on est sur LinkedIn et on est aussi sur Instagram, je crois. Et sur Facebook. Et sur Facebook. Et sur Twitter. Donc, il y a moyen de nous contacter si d'autres questions vous viennent en tête. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.